Des humains ordinaires qui réalisent des choses extraordinaires. Je suis Jonathan Bellereau. Je suis Camille Serme. Bienvenue dans Héros minuscules. Parce que le monde dans lequel nous vivons a besoin d'humanité et de jolies histoires. Ensemble, allons à la rencontre d'humains étonnants pour entendre, partager et s'inspirer d'un bout de leur vie. Et pour que leurs histoires impactent les nôtres à tous. Dans cet épisode, vous allez pouvoir entendre Camille recevoir Emma au micro de Héros minuscules. Emma, c'est une boule d'énergie qui a découvert l'athlétisme, qui a découvert sur son chemin d'énormes victoires, mais aussi des complications humaines, dont elle parle bien volontiers. De la violence au stade, des médailles, aux blessures, comment on passe des couloirs d'athlétisme à l'entraînement à l'INSEP, au chemin du combat intelligent, émotionnel, jusqu'à l'UNESCO. Je vous laisse découvrir leur entretien tout de suite. Bonne écoute. Salut Emma. Salut Camille. Bienvenue dans Héros minuscules. Merci beaucoup. On est super contente de t'avoir en tant qu'invitée. Moi, j'avoue, je suis un peu stressée, mais c'est un honneur. Franchement, depuis qu'on s'est rencontrés sur la table ronde là, à Créteil, j'ai suivi de plus près ce que tu faisais. Et je suis même un peu émue. C'est gentil, merci beaucoup. Parce que oui, beaucoup de respect pour tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends. Enfin, évidemment, on va en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, merci déjà d'être là. Merci à toi pour ton invitation. Je suis très contente aussi d'être là. Merci. Avant de te présenter, est-ce que tu veux bien nous dire un peu dans quelle ambiance tu es avec une chanson? Quelle est ta chanson du moment? Alors, ma chanson du moment, c'est une chanson que j'écoutais au lycée. C'est I Follow Rivers c'est The Magician Remix, parce que je sais qu'il y en a une plus originale, mais moi, c'est le remix que j'écoute. Okay. Parce que c'est une chanson donc, que j'écoutais quand j'étais au lycée, et c'est vrai que je suis assez nostalgique de cette époque. On aura l'occasion d'en rediscuter, je pense, mais en fait, c'était le début du haut niveau pour moi, et c'était, je pense, l'une de mes meilleures périodes en tant que sportive, une période encore hyper naïve, peut-être pas naïve, mais en tout cas, il y avait une forme de légèreté que j'ai eu plus de mal à retrouver sur la suite de ma carrière. Et donc, j'adore écouter cette chanson en ce moment. D'accord. Ouais, c'est beau, c'est beau. Est-ce que maintenant tu veux te présenter, nous en dire un peu plus sur toi? Ouais, donc je m'appelle Emma, je suis une ancienne sportive de haut niveau. Donc j'ai été 10 ans en équipe de France d'athlétisme. Ma spécialité, c'était le 3000 mètres steeple. Donc j'ai fait 3 médailles européennes sur cette discipline. Donc j'ai arrêté ma carrière il y a 3 ans, et depuis, je fais notamment de la création de contenu sur les réseaux sociaux pour pouvoir sensibiliser au côté un peu plus compliqué, on va dire, du sport de haut niveau, notamment quand on est une femme, une sportive dans ce monde-là. Il y a plein de choses qui, à mon sens, dysfonctionnent et qui malheureusement freinent la carrière de beaucoup de sportives. Et donc, j'ai décidé d'en parler sur les réseaux. J'interviens aussi dans le cadre de conférences. On a eu l'occasion d'intervenir toutes les deux dans l'une d'entre elles. Et donc, voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu voudrais nous raconter un peu tes débuts? Comment toi, t'es arrivée à l'athlétisme? Alors, je suis arrivée à l'athlé parce que j'avais une famille qui regardait beaucoup l'athlé à la télé. Okay. Donc, j'ai été biberonnée à ça. Pour autant, j'ai pas une famille qui est sportive en soi. C'est-à-dire que vraiment, j'étais un peu l'ovni. Il y avait personne dans la famille qui était vraiment engagée dans un sport. Donc, j'ai commencé l'athlé. Voilà, on s'est dit, Emma, elle court un peu partout. On va essayer de la canaliser un petit peu et donc de l'inscrire dans un club. Voilà. Et donc, l'athlé arrivait plutôt naturellement parce que j'étais dans une ville, donc à l'époque j'habitais à Avon, qui est une ville à côté de Fontainebleau, et donc il y avait un gros club d'athlétisme à Fontainebleau. Je me suis inscrite là-bas et ça a bien fonctionné dès le début. Et c'est vrai que je me suis quand même prise sérieusement au jeu assez tôt, quoi. C'est-à-dire que... T'avais quel âge ? J'avais 10-11 ans. Okay. Et déjà, à 10-11 ans, on me dit que voilà, j'ai des prédispositions pour faire de belles choses, pour faire des sélections. Et donc, dès 10-11 ans, c'est quand même quelque chose de
d'assez sérieux pour moi et je sais que je peux potentiellement me projeter vers une carrière. Donc voilà comment j'ai commencé. Ok. Est-ce que tes parents, du coup, ils en pensaient quoi à ce moment-là? Enfin, ils se sont dit, waouh, trop bien, on peut avoir une championne ou... Ouais, bah mes parents, ils sont toujours restés et ça a été très positif par la suite. Ils sont toujours restés quand même assez. Ils ont toujours eu du recul sur ce que je faisais dans l'athlé. Et d'ailleurs, quand le haut niveau a commencé, quand j'ai dû m'engager de manière un peu plus sérieuse et donc mettre un peu plus les études de côté, ils n'étaient pas forcément hyper contents de ça, quoi. Oui. J'étais dans une famille où vraiment faire des études, c'était quelque chose d'important. En plus, j'avais des bons résultats à l'école et tout, donc ils misaient quand même vachement là-dessus. Et donc, quand j'ai commencé, ils étaient plutôt contents, ils étaient fiers de moi, ils ont toujours été fiers de moi. Mais par contre, quand ça a commencé à demander un peu plus de temps, un peu plus d'énergie, là, ça a été ils étaient un peu plus réticents, on va dire. Ouais. Est-ce que tu as rapidement intégré un collège avec des horaires aménagés? Ouais, bah, j'ai intégré un lycée avec des horaires aménagés, donc c'était le sport-études de Fontainebleau. Ok. Et après, donc j'ai intégré le pôle espoir de Fontainebleau, qui était une structure un petit peu au-dessus. Et je me suis entraînée là-bas pendant des années. Et donc le fonctionnement, alors c'était plus ou moins des horaires aménagés parce que donc j'avais cours toute la journée, en vrai, comme n'importe quelle autre lycéenne. Et après, le soir, on avait entraînement. Donc, tous les soirs, j'avais entraînement. Les week-ends aussi. Tu connais les vacances, tu les passes dans les stages à droite, à gauche. Donc, ça a été une adolescence un petit peu particulière. Mais en vrai, j'en garde de très, très bons souvenirs. Oui, j'allais te poser la question. Tu n'as pas de regrets par rapport à cette période? Non, pas du tout, parce que j'ai quand même réussi. J'avais quand même un équilibre. J'étais pas en internat, je vivais quand même chez ma famille. Donc, ça m'a permis de garder une stabilité et de garder aussi un ancrage dans la vraie vie, entre guillemets. Et puis, j'avais beaucoup d'amis au lycée et donc j'avais quand même une vie lycéenne. Donc, je faisais pas autant la fête que tous mes autres camarades parce que c'était pas possible. Mais par contre, ça me permettait de pouvoir avoir une vie sociale normale et donc de garder les pieds sur terre en dehors du sport de haut niveau. Ouais, ok. Et ton entraîneur, c'était un homme, une femme? Alors, tous mes entraîneurs, j'ai eu que 2 entraîneurs dans ma vie et ça a toujours été des hommes. J'ai eu une entraîneuse quand j'étais vraiment plus petite, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais sinon, tous mes entraîneurs, c'était des hommes. D'accord. Et bon, ça fait un peu un lien après avec ce qu'on va raconter, mais du coup, ce premier entraîneur qui t'a du coup formé au départ, tu t'entendais bien avec? Alors, ça a été un peu particulier avec cet entraîneur parce qu'en fait, c'est le type d'entraîneur, c'est quelqu'un de très charismatique qui en impose et qui, auprès d'athlètes féminines plus jeunes, avait un rôle un peu de papa, quoi. C'était très, très paternel. Et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a appris énormément de choses, mais qui, je pense, était d'une autre génération et qui avait un fonctionnement c'était difficile pour lui de pouvoir se remettre en question, je pense, et c'était difficile pour lui de se rendre compte de choses qu'il faisait et qui n'étaient pas normales. Donc, par exemple, pour moi, vas-y. Non, j'allais dire, donc déjà, ce premier entraîneur, il y avait des choses... Tout de suite, avec ce premier entraîneur, c'était beaucoup... En fait, il était énormément dans l'affect. Et donc, tout ce qui était le chantage affectif, il y avait ce truc où quand il disait quelque chose, c'était parole d'évangile et donc il fallait le croire. Il avait quand même une forme de... Alors, je pense qu'en prise, ce serait peut-être un peu fort, ce serait quand même un peu exagéré. Mais il y avait quand même une forme comme ça de... il avait beaucoup de présence, beaucoup de pouvoir sur nous. Il y avait aussi parfois où on était un gros groupe de filles et il pouvait avoir tendance à parler dans le dos les unes des autres, des choses qui sont pas qui sont pas normales. Et donc dès très jeune, je me retrouve avec un fonctionnement comme ça qui est selon moi assez problématique. Et donc ça a été avec lui, ça a été compliqué. En vrai, avec tous mes entraîneurs, malheureusement, mes entraîneurs en haut niveau, ça a été compliqué. Ah ouais. Ouais. Et malgré tout, t'aimais l'athlétisme. Et malgré tout, j'adorais mon sport. Et je pense que ce qui me faisait adorer mon sport, c'était
tout l'à côté, c'est-à-dire que j'avais un groupe d'entraînement avec donc des camarades d'entraînement qui sont devenus des amis et que j'adorais l'ambiance, j'adorais. Et puis cet entraîneur-là, c'est là aussi que c'est hyper compliqué. On aura aussi, je pense, l'occasion d'en reparler dans le podcast. C'est le fait que, en fait, avec ces personnes-là, avec des entraîneurs qui peuvent être problématiques, on vit pas que des choses. C'est pas 100% du temps hyper négatif. C'est pas 100% du temps violent. C'est pas 100% du temps dans l'abus. C'est par petites bribes comme ça. Et il y a aussi des moments extraordinaires qu'on a partagés. Quand je me rappelle de compétitions que j'ai gagnées ou de compétitions, par exemple, quand j'étais en espoir, j'avais battu le record de France espoir sur 3000 mètres steeple après une saison qui avait été hyper compliquée et tout. Et je me rappelle de ce moment-là comme si c'était hier. Je sais que je me rappellerai toute ma vie. et c'est un moment que j'ai partagé avec lui qui a été hyper fort. D'accord. Mais à côté de ça, il y avait des choses qui dysfonctionnaient ou il pouvait y avoir parfois de l'humiliation et tout. Enfin, c'était quand même très particulier. Et c'est sur cette ambivalence-là que parfois ces entraîneurs jouent, ces personnes jouent. Et c'est pour ça que pour des sportifs, ça peut être compliqué de mettre des mots et de caractériser ce qu'elles ont vécu et de pouvoir prendre du recul parce que à côté de tout ça, il y a des moments hyper forts et qui ont été hyper positifs et que je n'oublierai jamais, quoi. Ouais. Du coup, avec cet entraîneur, tu as eu déjà des gros résultats dans tes années juniors ? Ouais, complètement. J'avais donc c'est à partir de espoir moi que j'ai vraiment explosé. Donc en junior, j'ai commencé à faire mes premières sélections en équipe de France. Et après en espoir, je bats le record de France plusieurs fois. Et je vais chercher 2 médailles européennes sur 3000 mètres steeple. Donc, là, t'avais quel âge du coup ? Là, j'avais ma première médaille, je devais avoir 16 ans, un truc comme ça. Ok. Non, je dis n'importe quoi. Ma première médaille, parce que c'était les U23. Donc ma première médaille, je devais avoir 20 ans et la deuxième, 22 ans, quelque chose comme ça. Donc toujours avec cet entraîneur-là ? Toujours avec cet entraîneur, ouais. Est-ce que tes parents le connaissaient ? Alors, mes parents le connaissaient. Après coup, mon papa m'a dit qu'il n'avait pas un super bon feeling avec lui. Ah ouais, il avait senti. Ouais, il avait senti que c'était quelqu'un qui prenait beaucoup de place, qui en imposait et à qui il fallait pas trop poser de questions. Et ma mère, elle a jamais vraiment été en contact avec lui. Mais à aucun moment ils ont soupçonné ce que tu pouvais vivre. Non, et puis il y avait ce truc aussi, et je pense que pareil, Camille, tu dois voir de quoi je parle. Il y avait aussi ce truc de ouais, mais en fait, vous pouvez pas comprendre parce que je suis dans le sport de haut niveau. Vous êtes en dehors de tout ça et donc vous pouvez pas comprendre. C'est dans le haut niveau, donc en fait, c'est normal, c'est justifiable, c'est justifié. Et si je veux arriver à aller aux Jeux Olympiques un jour, je suis obligée de passer par là. Cet entraîneur, il est quand même formidable à côté de ça. Il a fait en sorte que je puisse aller chercher telle ou telle médaille, tel ou tel record. Donc en fait, étant donné que j'ai des résultats, ça vient justifier ce qu'il fait, quoi. Et donc mes parents, non, ils étaient... ils comprenaient que je leur faisais comprendre qu'ils n'avaient pas leur mot à dire et que je faisais du haut niveau et que c'est ce que j'avais vraiment envie de faire, quoi. D'accord. Ouais, je trouve ça difficile en fait surtout à ces âges-là, de voir la limite en fait, parce que je veux pas trop parler de moi, mais c'est vrai que dans mon expérience, il y a eu plein de fois où je suis rentrée en pleurs de l'entraînement à la maison et mes parents me disaient mais tu sais t'arrêtes quand tu veux, et en fait c'est un peu ce que tu dis, non mais ça va, enfin, et pareil des fois oui ils pouvaient me rabaisser ou enfin en tout cas on pouvait se prendre la tête assez fort mais à quel moment tu te dis là c'est trop, il a dépassé la ligne. Ouais. Et on en parlera aussi, mais le poids, enfin... Ah oui, complètement. Il y a plein de sujets qui en découlent, mais ok. À quel moment, du coup, toi, tu intègres l'INSEP ? Alors, j'intègre l'INSEP, donc je quitte cet entraîneur-là. Je pense que la raison pour laquelle je le quitte est quand même... assez importante. En fait, pareil, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler, mais en 2014, je vis donc, malheureusement, il y a un entraîneur national donc, qui est différent de cet entraîneur de pôle.
avec qui donc j'ai de gros problèmes. Donc il y a des violences, j'en ai parlé plusieurs fois, des violences sexuelles. Et en fait, donc en 2014, j'en parle à cet entraîneur de pôle. Le temps passe, on arrive en 2018 et donc c'est juste après tout le mouvement MeToo et en fait je me rends compte, j'arrive à caractériser ce que j'ai vécu 4 ans avant. Je me dis ah ouais, donc c'est ça en fait. Et donc j'en reparle à mon entraîneur de pôle et en fait je me rends compte que lui n'a rien fait. C'est-à-dire que moi j'étais persuadée qu'en lui en ayant parlé, lui avait fait remonter l'info à la Fédération française d'athlé et que c'était la Fédération française d'athlé qui n'avait pas pris les mesures nécessaires pour écarter l'entraîneur national. Et en fait je me rends compte que lui en a parlé à 2-3 personnes, mais qu'en fait, l'information, elle a stagné. Et donc, quand je me rends compte de ça, forcément, il y a rupture de confiance. Et donc, je me dis, je ne peux pas continuer à m'entraîner avec un entraîneur qui n'a pas su me protéger. Donc, je décide d'arrêter de m'entraîner avec lui. Ça a été quand même assez violent, cet arrêt-là, parce que je me rappelle lui avoir écrit un mail de 3 mètres de long. Je pense que j'aurais fait les choses différemment maintenant avec du recul. Ah ouais. Mais je me rappelle lui avoir écrit un mail de 3 mètres de long en lui recrachant en fait tout ce que j'avais vécu pendant ces années et en lui disant que ce qu'il avait fait là, c'est-à-dire le fait de ne pas parler, ça a été la goutte d'eau et donc que j'ai décidé de partir. Et donc je pars et je me dis maintenant où est-ce que je vais je vais aller à l'INSEP parce qu'il y avait une de mes concurrentes principales qui après s'est retrouvée être ma camarade d'entraînement qui s'entraînait à l'INSEP avec donc un entraîneur là-bas. Et donc je me suis dit go à l'INSEP, ça va être un nouveau départ après tout ce que j'avais vécu avec cet entraîneur de pôle. Et donc j'arrive à l'INSEP en 2018. Ok. T'avais des échos un peu de comment ça fonctionnait à l'INSEP Ouais. Ça te donnait envie? Nous, c'est vrai que de l'extérieur, on était un peu en mode ouais, l'INSEP, ça a l'air un peu particulier, ça a l'air d'être une bulle assez fermée. Je me rappelle que les premiers temps où j'arrive là-bas, il y a une athlète qui me dit ouais, tu verras, ici, c'est un peu une prison dorée, quoi. Et donc, je me dis bon, ok, on verra. Et donc, j'arrive et en fait, les premiers mois, c'est la lune de miel. C'est-à-dire que vraiment, déjà, les infrastructures sont exceptionnelles et ça, on peut pas le retirer à l'INSEP. Je sais pas si toi, tu t'es entraîné là-bas. Alors, toi, entraîné, pas beaucoup. J'ai suivi mon cursus scolaire depuis le lycée et après. Ok. Donc, je connais un petit peu. Oui, c'est sûr que les infrastructures. C'est magnique. Ouais. Quoi. Et donc, puis, tu as tout sur place. Ah ouais. C'est hyper. Ah ouais, c'est un luxe, mais c'est un luxe. Je pense que le terme de prison dorée, c'est très, très juste. Et donc, ouais, je dirais que les 6 premiers mois, ça se passe super bien. J'ai un nouvel entraîneur avec un nouveau fonctionnement qui me fait progresser sur des aspects sur lesquels je ne travaillais pas forcément avec mon entraîneur précédent. Et donc, tout se passe super bien. J'arrive, sachant que 2018, c'est quand même l'année où je porte plainte, où ça a été médiatisé et tout, donc ça a été quand même assez lourd émotionnellement. J'arrive quand même à me qualifier à mes premiers championnats d'Europe senior, donc je suis super contente. Je fais plutôt une bonne compétition. J'arrive à me qualifier en finale. Bon, en finale, je suis encore un peu jeune pour aller me batailler avec des athlètes avec un peu plus d'expérience, mais franchement, c'est une super expérience. Les 6 premiers mois, la première année, ça se passe très bien. Et c'est après que ça commence à se dégrader petit à petit, quoi. D'accord. Désolée, je fais un petit retour en arrière, mais par rapport à ton mail que tu as envoyé du coup à ton ancien entraîneur, comment il l'a pris, lui? Comment il a réagi? J'ai eu absolument aucune nouvelle de sa part. Ok. Et je sais que lui en a parlé aux personnes du club duquel je faisais partie. Et ça a été... ça a été... En fait, pour le club, du coup, j'étais la méchante de l'histoire. Ah ouais. J'étais la méchante, j'avais foutu la merde. Excuse-moi. Ah non, mais disons-le clairement. Voilà, pour eux, j'avais foutu la merde dans le club. J'avais décidé de parler, donc voilà. Mais est-ce que ça m'était vraiment arrivé tout ça? Enfin, eux, ils voulaient pas de vagues, quoi. Non, complètement. Comme encore aujourd'hui, beaucoup de clubs, quand il y a une femme qui décide de parler de violences qu'elle a vécues, et ben en fait, faut pas qu'elle en fasse trop non plus parce que ça peut remuer beaucoup de choses. Et donc, je sais que après mon départ, ça a été pour le club, pour le groupe d'entraînement, ça a été assez violent et assez brutal, je pense, pour tout le monde. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, je pense, c'est que
si parce que une jeune femme décide de parler, ça déclenche tout ça, c'est qu'il y a quand même des dysfonctionnements, que ce soit par rapport à l'entraîneur, par rapport au groupe d'entraînement et plus largement par rapport au club. C'est qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, c'est qu'il y avait des choses qu'il n'avait pas comprises. Et donc ouais, ça a été quand même assez violent, mais de sa part, j'ai jamais eu aucune nouvelle. Et je sais que d'autres athlètes qui sont partis après, pareil, n'ont jamais eu aucune nouvelle, alors que ils étaient extrêmement proches et qu'il y a eu beaucoup de résultats, etc. Mais il n'y a jamais eu aucune nouvelle, non. Jamais eu aucun Mais retour. dans aucun sens, c'est-à-dire que lui, il n'a pas essayé non plus, entre guillemets, de se défendre. Enfin, tu vois, il n'a pas réagi du tout. Mais en fait, il a réagi, mais auprès du club, auprès de personnes, mais pas directement auprès de moi, quoi. Ok. Et désolée, je reviens souvent à tes parents parce que j'essaye de comprendre, et puis je te poserai sûrement la question, mais pour moi, ils ont, je pense surtout à ces âges-là, un rôle important aussi dans ces histoires. Comment ils ont réagi, eux, quand tu as envoyé ce mail et que tu leur as parlé, tu leur as parlé de tout ça ? En fait, je leur ai dit... En 2018, je leur dis, quand je décide de porter plainte, parce qu'avant, en 2014, je leur ai pas dit ce qui s'était passé avec l'entraîneur national. Ils n'étaient pas du tout au courant. Il y avait vraiment une petite poignée de personnes qui étaient au courant de ce qui s'était passé. J'allais te demander, tu avais quand même quelqu'un à qui te confier ? J'avais mon copain de l'époque qui a très bien compris, qui a très bien réagi et qui a été vraiment un soutien. Mais je pense qu'il prenait pas la mesure de ce qui s'était passé. Et ça, j'en veux absolument pas. Moi-même, je prenais pas la mesure de ce qui s'était passé. Et donc, mes parents, ils sont au courant de tout ça que 4 ans après les faits. Et ils sont très choqués. Et eux, ils me soutiennent quand je décide de quitter le groupe d'entraînement. Ils me soutiennent. Quand je décide de partir à l'INSEP, ils me soutiennent aussi. Et après, donc, par rapport à cet entraîneur de pôle, ils sont pas allés le voir ou ils sont pas allés lui demander des comptes ou quoi. Enfin, ils sont restés quand même assez en retrait par rapport à lui. Et je pense que pour les parents, c'est pas facile de savoir comment se positionner dans tout ce milieu-là et dans tout ça, parce que encore une fois, le haut niveau, c'est un monde qui est très à part. Et moi, j'avais pas forcément envie de les inclure, et je pense qu'on ne me laissait pas l'espace pour les inclure. C'est-à-dire que j'avais pas un coach qui était beaucoup dans la discussion avec eux ou dans la recherche, tu vois, de collaboration ou de co-construction avec mes parents ou quoi. Après, en 2018, j'avais quel âge ? J'avais déjà 23 ans. Tu vois, j'avais pas 16 ans non plus, donc mes parents, ils me laissaient un peu gérer mon truc aussi. Mais je pense que c'est important que les parents puissent être présents dès le début pour les enfants qui veulent faire une carrière de haut niveau. Et souvent, je le dis quand je fais des interventions dans des clubs ou quoi, qu'il y a des parents qui sont là. Une fois, il y a une maman qui me dit « Oui, Emma, là, il y a ma fille donc, qui fait de l'athlé. » Et c'est un peu bizarre parce que le coach, il refuse le dialogue, il refuse de parler. Je dis « Mais ça, c'est red flag, mais plus, quoi. » Quand on a un coach qui n'est pas dans la discussion, qui n'est pas dans la communication, qui fuit même. Qui fuit exactement, et qui est dans une sorte de volonté de contrôle comme ça de l'athlète et de son groupe d'entraînement, dans une forme d'exclusivité, je trouve que c'est absolument pas sain. Et donc, je pense que l'entraîneur de pôle avec lequel je m'entraînais, il était un peu dans cette forme-là, d'exclusivité, de pas trop vouloir inclure l'environnement de l'athlète. Et je trouve que c'est pas très sain. Ouais. C'est une question que j'avais envie de te poser, justement. Comment tu penses que les parents peuvent, je sais pas, prévenir ce genre de situation ? Est-ce que tu penses qu'ils le peuvent, et quels moyens, toi, tu verrais Ouais, je pense qu'ils le peuvent. Après, parfois, si par exemple l'athlète est dans une situation de violence, je pense que ça peut lui prendre du temps déjà, lui, de réaliser qu'il est dans une situation de violence, et dans un second temps, d'en parler et d'aller demander de l'aide. Et je pense que quand j'ai eu besoin d'aide de mes parents, je savais que je pouvais leur demander, parce que j'ai été éduquée dans un foyer dans lequel, en fait, c'était plutôt facile de discuter, et je savais que je pouvais compter sur eux, et en fait, ils m'ont mis en confiance. Et vu que j'étais en confiance, je savais que je pouvais leur dire plein de choses. Donc,
je pense que ça, c'est le rôle principal des parents. Et le deuxième rôle, c'est de pas trop mettre la pression par rapport au sport. Parce que moi, je me dis, bon, j'ai arrêté le haut niveau, il y avait aucun enjeu pour eux que j'arrête ou que j'arrête pas. Eux, ils me suivent, quoi. Ouais. Et donc, pour moi, c'était très facile. Mais j'imagine même pas des sportifs ou des sportives avec des parents qui sont à fond derrière. Il y a en plus de ça cet enjeu de en fait, si j'arrête, je vais les décevoir. Si j'arrête, ils vont moins m'aimer, etc. Et donc ça peut être hyper violent aussi. Donc je pense que le rôle des parents, il est double. Il est pouvoir mettre une ambiance de confiance autour de l'athlète et évidemment le suivre quels que soient les choix de l'athlète qui décide de continuer, d'arrêter. Voilà. Bon, en tout cas, on sent que les tiens ont été bien présents et t'ont soutenu. Ok. Et du coup, pour en revenir donc après ta première année à l'INSEP, qui s'était bien passée, c'est quoi la suite du coup? Alors la suite, c'est que donc je suis un peu moins performante. Ok. Je pense avec du recul que je me suis quand même beaucoup entraînée. Et quand on s'entraîne comme ça beaucoup, ça fonctionne très bien sur les premiers temps. Et après, quand il faut tenir sur la longueur, ça devient difficile. Donc je pense que je me suis beaucoup entraînée. Ensuite, les résultats sont un petit peu moins bons. Et je pense que là, je perçois les failles pas de la relation que j'avais avec l'entraîneur de l'INSEP, mais de son fonctionnement et de sa manière d'entraîner. Okay. Je pense que c'était quelqu'un qui entraînait avec de fortes charges d'entraînement et qui aussi avait un fonctionnement tu vois, je trouve qu'il décidait de beaucoup de choses. En plus, j'arrive à l'INSEP, j'ai déjà 23 ans. J'ai déjà, à ce moment-là, j'ai quasiment 8 ans de haut niveau derrière moi. Donc, je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui ne fonctionne pas, je sais ce que je veux pas. Et en fait, je pense que pour certains coachs, c'est difficile d'avoir une jeune femme affirmée et qui sait où elle veut aller et qui aimerait un peu plus prendre les rênes. Et je pense que lui n'a pas été en capacité de me laisser les rênes au moment où moi j'avais besoin de les prendre et au moment où j'avais besoin vraiment de décider pour moi-même et de contrôler ma carrière. Et donc, on a été de désaccord en désaccord. Et il y avait aussi une forme de... Tu vois, il y avait une forme de contrôle sur beaucoup de choses. Genre, je vais te donner un exemple typique et je me rappelle, ça m'a marqué. J'ai commencé à me dire, c'est un peu bizarre. C'est un truc tout bête. On parlait des boissons d'effort. Okay. Donc, moi, j'avais été voir la diététicienne de l'INSEP, qui est une femme formidable d'ailleurs. J'avais été la voir et toujours dans un objectif, tu vois, de performer plus et d'optimiser l'entraînement. J'avais dit, voilà, Eve, elle s'appelle Eve. Est-ce qu'on peut trouver des boissons d'effort que je pourrais prendre pendant l'entraînement, après l'entraînement, pour pouvoir optimiser? Donc, elle me trouve des boissons, etc. Je vais voir ce coach et je lui dis, bah voilà, Eve m'a trouvé telle et telle boisson. Et lui, en fait, est très fermé. Il me dit, non, mais écoute, moi, j'ai fait mes propres recherches. J'ai trouvé ça comme boisson. Donc, tu vas prendre ça comme boisson. Et donc, déjà dans la manière de faire les choses, je lui dis, mais tu sais que Eve, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est à l'INSEP, c'est son travail. Et là, en plus, il y a aussi ce truc de la boisson d'effort. Je vais quand même l'ingérer. C'est quelque chose que je vais mettre dans mon corps. Donc, c'est pas parce que tu as fait 2-3 recherches sur Internet, tu vois, que je vais écouter ce que tu vas dire. Et il y a aussi cette forme, tu vois, de moi, entraîneur, je sais mieux que la diététicienne dont c'est le métier. Pareil, je m'étais blessée au niveau du tibia, une blessure qui a duré pendant des mois. Et en fait, les médecins de l'INSEP me disaient, Emma, là, il faut arrêter en fait. Tu arrêtes, tant pis, tu mets ta saison entre parenthèses, c'est pas grave, tu n'iras pas au championnat du monde, mais tu arrêtes parce que là, tu mets ta santé en danger. Et je n'ai jamais arrêté. Pourquoi? Parce que ce coach me demandait de continuer jusqu'à une compétition, donc toujours un 3000 mètres cible, tout en fin de saison, je m'échauffe et je
sens que j'ai mal, mais mal. Et puis les douleurs au tibia, c'est hyper douloureux, quoi. J'avais mal et je me dis, mais je ne vais pas pouvoir courir, c'est pas possible, quoi. Et lui me fait comprendre, mais c'est jamais hyper frontal, tu vois, c'est toujours dans... bien emmené. Exactement, tu vois, c'est une forme de manipulation douce, un peu, tu vois, de trucs. Et je me suis sentie obligée de la faire, cette compète. Et j'aurais jamais dû. J'aurais dû m'arrêter bien avant. J'aurais dû prendre soin de moi bien avant. Et tu vois, c'est ce truc de, en fait, je sais mieux que la diététicienne et je sais mieux que les médecins. Et en fait, ce qui prime, c'est la performance, c'est le fait que tu ailles au championnat du monde. Et c'est pas le fait que toi, tu sois en santé et que toi, tu te sentes intègre avec toi-même. Je sentais que j'avais pas mon mot à dire. Je sentais que j'avais pas l'espace pour dire quoi que ce soit. Et donc, c'est dans cette ambiance-là que j'ai continué à évoluer jusqu'à en 2020, donc arrive le Covid. On arrive en confinement et nous, la décision qu'on... Pardon. On arrive au confinement et la décision qu'on décide de prendre, enfin, que l'entraîneur décide de prendre pour le groupe d'entraînement, c'est le fait de partir en stage pendant 2 mois, pendant le confinement. Se confiner ensemble. Ouais. Waouh. Et je me rappelle que quand ils nous annoncent ça, je me dis, mais attendez, là, on a une pandémie. Et le gars, il est encore en train de mettre la performance. Complètement. Et je me dis, mais moi, j'ai envie aussi d'être avec ma famille. J'ai envie de... Parce que c'est un moment qui peut être grave, je sais pas. Mes proches, mes proches, ils peuvent tomber malades. Mais moi, je peux tomber malade. Enfin, on voyait des trucs horribles à la télé et tout. Et en fait, non, là, la priorité, c'est de absolument continuer à s'entraîner parce qu'on était une année olympique et parce qu'il y avait les championnats d'Europe d'athlétisme à Paris. Okay. Et donc, ça reste la priorité. Donc, on se pose pas trop de questions. OK, on y va. On part pendant 2 mois. Et en fait, moi, pendant les 2 mois, je commence à vriller. Je pense, comme beaucoup de personnes parce que confinement et parce que, en fait, à ce moment-là, je sens le décalage qu'il y a entre... mes valeurs et entre presque la raison et ce milieu-là qui impose de devoir performer à tout prix, quoi. Mais même, je veux dire, même en temps de pandémie, c'est courir le plus vite, le plus fort qui est la priorité. Ouais. Donc très, très compliqué. Là, je me sens de plus en plus en décalage et à la fin, j'y arrive plus. On nous annonce que les Jeux Olympiques et les Championnats d'Europe sont annulés. Et là, je m'effondre. Psychologiquement, je m'effondre complètement. Ah ouais. Et donc, je décide de partir. Je crois que c'était 1 ou 2 jours avant la fin du confinement. Je me dis, mais là, j'en peux plus. Il faut que je parte. Je faisais que pleurer tout le temps et tout. Vraiment, j'étais pas bien du tout. Okay. Et je sentais qu'il y avait une forme en face. Et ça a été très violent. Il y avait une forme de... Si tu restes pas et si là, ça ne va pas, c'est parce que tu n'es pas assez forte psychologiquement. Et c'est parce que tu n'es pas faite vraiment pour le haut niveau. Wow. Et quand j'essayais d'en parler, il y avait même des moments où je me mettais à pleurer. En fait, le staff restait hyper... froid, hyper... et je me disais, mais où est-ce qu'on est, quoi? Enfin, je me suis dit, c'est pas possible. Robots. Complètement. Je me suis dit, je ne suis pas comme ça, je ne m'y retrouve pas. Et donc, je décide de partir. Et en fait, là, ça commence à être le début de la fin. Ouais. Quelques mois après, je demande à cet entraîneur de l'INSEP, je lui dis, j'avais besoin de changer des choses dans mon entraînement. Et moi, ce que je voulais, c'était intégrer une entraîneur femme dans notre staff. Parce que j'avais besoin d'un autre regard. Je pense que j'avais besoin aussi, tu vois, de me détacher un petit peu de lui. Et j'avais besoin aussi, je pense, de présence féminine, tu vois, dans un monde qui est très masculin. Ouais. J'avais besoin que on me dise pas que j'ai pas mes règles pendant 1 an et en fait, c'est normal, c'est parce que c'est la performance. J'en avais marre de ce discours-là. Ouais. Et donc, voilà. Et en fait, quand je fais cette demande, j'ai un non catégorique. Et je m'en rappellerai toute ma vie, j'étais en face de lui. J'ai un non catégorique et j'ai la boule qui commence à monter et c'était censé être un entretien pour qu'on définisse ensemble la suite. Sauf que pendant toute l'heure de l'entretien, en fait, c'est lui qui a fait que parler. Ouais. Et moi, je me disais, Emma, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas.
Je lui ai fait un message après, je lui ai dit, écoute, ce serait bien quand même que tu considères ce que je t'ai dit, parce qu'en fait, c'est ma carrière. Et certes, c'est peut-être grâce à toi que j'ai fait tel ou tel résultat, mais c'est grâce à moi que toi, tu es entraîneur à l'INSEP, que tu es un entraîneur de plus en plus reconnu. Et c'est grâce à moi, d'ailleurs, qu'il a eu les athlètes qu'il a maintenant, quoi. Et entre autres, grâce à moi, pas que grâce à moi, je vais pas trop me la raconter non plus, mais voilà, j'ai fait partie de tout ça aussi. Et en fait, à ce moment-là, il y a une rupture. Il m'a demandé de partir de l'INSEP, de partir du groupe d'entraînement, parce que je n'étais pas en accord avec lui. Sauf que partir de l'INSEP, ça engendre tellement de choses. Ouais. Ça engendre non seulement partir du groupe d'entraînement, mais quitter mon lieu de vie, parce que je vivais là-bas, je dormais là-bas, je mangeais là-bas, j'avais mes amis qui étaient là-bas. Et donc, formuler c'est même plus qu'une demande, c'est de me donner cet ordre-là, c'est quand même... Et en fait, là, je m'écroule complètement. Et je tombe en dépression et j'arrête le haut niveau, le haut niveau comme ça. Ouais. Ouais, c'est violent. Ouais, ça a été très, très compliqué, très dur. Ouais. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu as du soutien quelque part, juste même des autres athlètes? Est-ce qu'il y a quelqu'un quand même du staff qui est là pour t'épauler ou pas du tout? Ils sont tous dans le même bateau? J'aimerais te dire oui, peut-être que j'oublie des gens. Peut-être que j'oublie des gens. Le souvenir que j'en ai, c'est qu'il n'y a personne, non. Il y a l'entraîneur, il y avait l'entraîneur adjoint qui était complètement dans le même délire. Et puis je saurais après par d'autres athlètes qui ont aussi quitté ce groupe d'entraînement par la suite, je saurais qu'après j'étais décrite comme la folle, comme celle qui n'était pas suffisamment forte psychologiquement pour le haut niveau, des trucs. Mais après, j'ai eu le soutien le plus précieux qui soit, à savoir celui de ma famille et de mes amis. Et c'est ça vraiment qui a compté, et c'est ça qui a fait qu'ensuite j'ai réussi à rebondir, quoi. Ouais. Non, c'est sûr que ça devait être un pilier à ce moment-là. Ah oui, ça a tout changé. Tu dis que tu es partie en dépression. Est-ce que tu en as parlé à des professionnels, du coup? Ouais, je suis partie, je me suis retrouvée en clinique psychiatrique quand même. Ah oui. Parce que donc j'allais vraiment pas bien du tout. Et il y avait un psychiatre à l'INSEP qui m'a orientée vers une clinique, parce que je lui dis là il faut que je me fasse aider, quoi. Et donc une psychiatre qui a mis les termes de dépression sévère. Et donc ça, pareil, en tant que sportive, je me dis mais non, c'est normal en fait d'avoir des coups de mou. Là, je pars de l'INSEP, mais je vais retrouver un autre groupe d'entraînement et puis je vais continuer à m'entraîner et ça va aller, quoi. Ouais. Et en fait, là, la psychiatre, elle me dit, mais écoutez, Emma, là, on n'est plus dans le cadre du haut niveau, machin, vous arrêtez. En gros, je me suis fait pas engueuler, mais presque. Vous arrêtez vos bêtises. Maintenant, vous allez vous reposer. Le haut niveau, on met ça de côté, on en reparlera plus tard. Mais là, vous arrêtez, vous vous reposez et puis on va traiter ce qui vous arrive, quoi. Et donc, je suis restée là-bas pendant plusieurs mois et j'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont aidée et qui m'ont permis de sortir la tête de l'eau. Mais ça a été très difficile parce que c'est un moment où on doit réfléchir sur soi. Donc, l'introspection, ça peut être quand même assez difficile. Et puis, c'est un moment où on prend conscience de ce qu'est le haut niveau. C'est un moment où on prend conscience de ce qu'on est devenu pour le haut niveau et on se pose la question de, en fait, est-ce que ça me correspond vraiment et qui je suis. Ouais. Et c'est une question tellement vaste que ça peut faire peur et ça peut donner le vertige. Et moi, heureusement que j'ai été accompagnée dans ces questionnements-là. Ouais. Non, c'est sûr que, en plus, quand tu as connu la moitié de ta vie, le sport, et que, oui, comme tu dis, ça te définit. Ouais. Presque en premier, quoi. Ouais. Là, d'un coup, on te dit non, en fait, faut que tu prennes soin de toi. Ouais. Et désolée, je suis un peu émue parce que c'est triste, en fait, d'entendre ces histoires-là. J'estime que j'ai beaucoup de chance d'avoir vécu l'autre côté, moi, du sport de haut niveau. D'ailleurs, est-ce que je fais une petite parenthèse, mais toi, t'y crois encore un peu à des belles histoires dans le sport, ou ça t'a vraiment... Oui, franchement, j'y crois.
J'y crois. Je pense que c'est quand même possible de tomber sur les bonnes personnes et de s'entourer des bonnes personnes. Après, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de... Et c'est peut-être terrible de dire ça, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de souffrance que ce qu'on pense dans le haut niveau. Et je pense que pour obtenir certains champions un peu exceptionnels, il y en a tellement à côté de ça qui ont été brisés, en fait. Ouais. Non, ça, c'est sûr. Et je pense que c'est d'autant plus important de le dire là à l'approche des Jeux Olympiques, c'est que au JO, on va voir des champions, championnes formidables qui vivent leur moment de gloire à un moment T. Mais déjà, de un, en général, ils sont toutes et tous passés par des moments qui sont quand même hyper difficiles. Et de deux, il y a toutes celles et ceux qu'on verra jamais à la télé, en fait, qu'on verra jamais aux Jeux Olympiques et qui ne déméritent pas moins, qui ne déméritent pas. C'est pas des personnes qui ont moins travaillé, c'est pas des personnes qui avaient moins envie, c'est juste, en fait, des... Peut-être que le mot est un peu fort, peut-être pas des sacrifiés, mais en tout cas ceux qui sont pas tombés sur les bonnes personnes, qui sont pas tombés sur les bonnes personnes, sur le bon entourage. Ouais. Et c'est là, je pense que le milieu sportif pêche, c'est que il n'est pas encore en capacité de vraiment protéger tout le monde et de protéger l'intégrité de tout le monde. Et il y a une forme d'injustice là-dedans, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, tu crois qu'il y a un facteur chance? Oui, ouais, je pense qu'il y a un facteur chance. Il y a aussi un facteur de privilège et de selon où on est né. Ouais. Par exemple, moi, je me considère, malgré ce que j'ai vécu, je me considère quand même comme étant extrêmement privilégiée. Pourquoi ? Parce que j'ai fait des études, donc en histoire et en sciences politiques. Pourquoi ? Parce que j'avais une famille pour qui c'était important de faire des études. J'ai toujours été encouragée là-dedans. Et faire des études, ça m'a permis déjà d'avoir un regard critique sur ce qui se passait et donc de pouvoir m'extirper de situations qui n'étaient pas normales. Et ça m'a permis ensuite de pouvoir rebondir après le haut niveau et de pouvoir me trouver une autre identité que celle de sportif de haut niveau. J'ai des parents, pareil, qui ont toujours... parce qu'on ne roule pas sur l'or quand on est sportif de haut niveau. Oui. C'est Ça, vraiment... d'ailleurs, on le dit pas assez aussi, mais il y en a plein. Ah ouais, c'est la galère que c'est. Et mes parents, ils ont toujours eu les moyens de m'aider un petit peu chaque mois pour pouvoir m'aider à financer ma carrière. Voilà, je suis pas porteuse de handicap, je suis pas une personne racisée. Enfin, il y a tous ces éléments-là qui font que je suis, malgré toutes les difficultés que j'ai vécues, j'ai quand même eu plus de facilité que beaucoup de personnes à pouvoir rebondir et à pouvoir me sortir de tout ça et à pouvoir discuter avec toi de tout ça de manière apaisée, calme et sereine, parce que en fait j'ai fait le deuil de tout ça et que maintenant ça va. Mais il y en a plein pour qui ça va prendre beaucoup plus de temps et ça va être beaucoup plus difficile et beaucoup plus douloureux. Ouais, c'est quand même assez incroyable que tu arrives à dire tout ça aujourd'hui et c'est très touchant. Et du coup, ça m'amène à cette question de à quel moment, toi, du coup, tu as eu envie d'être un peu porte-parole, de parler de tout ça, mais au plus possible, enfin toucher le plus possible les gens. Et qu'est-ce qui a déclenché cette envie, ce besoin peut-être même? Je pense qu'au début, ça a été un peu malgré moi, c'est-à-dire que quand je décide de porter plainte en 2018, c'était avant l'affaire Sarah Abitbol, donc quand elle sort son livre en 2020 et qu'elle décide de parler des violences qu'elle a vécues de la part de son entraîneur. Donc en 2018, quand des journalistes entendent parler d'une sportive qui décide de porter plainte contre un entraîneur, les journalistes, ils étaient hyper... ils voulaient savoir ce qui se passait et pouvoir sortir un papier. Et donc, il y a un journaliste du Monde qui est génial, avec qui on a fait tout un article. Enfin, il a fait un article, il m'a interviewé. Et c'est sorti. Et le fait que ça sorte, déjà, ça rend public l'affaire. Moi, j'étais déjà un peu sur les réseaux sociaux aussi à ce moment-là. Donc, je décide de relayer l'article. Okay. Et donc, je deviens comme ça, malgré moi, un petit peu l'une des premières sportives en France. Il y en a qui l'ont fait bien avant moi. Mais on va dire, tu vois, post-vague MeToo, je suis l'une des premières à en parler. Okay. Parce que c'était la demande des journalistes. Et donc, je décide j'en parle. Après, je suis quand même bien identifiée comme étant celle ayant parlé même jusqu'à la fin de ma carrière en 2020-2021. Et ce que ça a comme conséquence, c'est qu'on vient me parler.
Donc, beaucoup sur Instagram, il y a beaucoup de femmes, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont victimes, mais je pense que c'est plus difficile pour eux d'en parler. Et donc, pour le coup, là, moi, c'est quand même plus des femmes qui viennent me parler et qui me disent qu'elles ont vécu. Et donc, voilà, j'ai des récits comme ça de femmes qui vivent des situations d'emprise, des violences de tout ordre, donc soit physique, psychologique, sexiste, sexuelle. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, on va pas ne rien faire de tout ça. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'en parle pas? Enfin, il y a quand même une forme de révolte qui commence à monter en moi, mais je suis toujours dans le haut niveau. Et je trouve que c'est difficile de prendre la parole sur ces sujets-là quand on est toujours dans le haut niveau, parce qu'on a des carrières qui sont courtes, parce qu'on doit être complètement dédié à sa carrière, parce que c'est difficile de remettre le milieu du sport en cause. Enfin, voilà. Et en fait, je pense que ça se fait progressivement. J'arrête ma carrière et je décide de parler de ce qui m'est arrivé sur les réseaux sociaux. Et donc, ça prend. Après, je décide de réaliser donc mon documentaire Suite qui relate l'histoire de 5 athlètes qui ont vécu des violences sexistes et sexuelles dans le monde de l'athlétisme. Et après, ça prend crescendo. Il y a les médias qui s'intéressent de plus en plus. J'ai des invitations dans des institutions, etc. Et donc, en fait, ça prend de plus en plus. Et pourquoi ça prend de plus en plus? Parce que, en fait, je pense qu'on se rend compte du problème qu'il y a dans le sport et dans le sport de haut niveau. On se rend compte de plus en plus des dysfonctionnements parce qu'il y a des personnes qui veulent pouvoir faire évoluer tout ça. Et donc, c'est un discours qui a une résonance chez beaucoup de monde. Et donc, c'est comme ça que ça prend crescendo, quoi. D'accord. Est-ce que tu as été contactée aussi, ou toi, contacté des organismes qui luttent contre ça? Alors, j'ai été contactée, donc je suis notamment ambassadrice de la Fondation pour l'enfance. Oui. Et donc, c'est une fondation qui s'occupe de sensibiliser, de faire de la prévention et de soutenir des actions en faveur de la défense des droits des enfants. Et donc, ce qu'on a mis en place là cette année, c'est le fait de pouvoir mettre en place des ateliers dans des collèges pour pouvoir, donc des ateliers sportifs. On passe par la pratique, par l'activité physique et sportive pour pouvoir les sensibiliser à tout ce qui est le consentement, les limites de son corps, le rapport à soi, le rapport aux autres, pour qu'ils soient en capacité de mettre des limites beaucoup plus facilement. Donc j'ai été approchée par une fondation comme ça. Et après, il y a beaucoup de sollicitations dans le milieu institutionnel aussi. Là, je vais faire de la sensibilisation, c'est trop bien, pour la Fédération française de basketball. Ils nous ont demandé de sensibiliser, je dis nous parce que ça va être aussi avec la Fondation pour l'enfance. D'accord. Ils nous ont demandé de faire de la sensibilisation auprès des entraîneurs. Donc ça, c'est trop chouette. Ouais, c'est trop chouette parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je suis sûre qu'il y a plein de coachs qui veulent faire les choses correctement. Mais comme ils ont évolué dans un milieu où il y a énormément de choses qui ont été banalisées, eux ont peut-être parfois du mal à se rendre compte, en fait, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, ce qui est de la violence, ce qui n'est pas de la violence. Parce que tout à l'heure, tu parlais de la notion de limite, mais dans le sport, la notion de limite, et encore plus dans le sport de haut niveau, la notion de limite, elle est hyper floue, quoi. Ah ouais. On nous demande sans arrêt de dépasser nos limites. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Et si j'ai plus de limites, comment je fais la différence entre de la souffrance et de la violence? Et comment je fais pour dire non? Comment je fais pour dire que c'est trop? S'il n'y a pas de limite, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas vraiment de loi. Et donc, on est dans un flou complet où il peut se passer tout n'importe quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est important de faire de la sensibilisation et des interventions comme ça pour justement remettre un cadre, remettre des limites pour que on puisse évoluer dans un milieu sportif plus sain et plus sécurisant pour tout le monde. Oui, bien sûr. Est-ce que on a vu que tu étais récemment allée à l'UNESCO, oui, à l'Assemblée nationale. Ouais. Est-ce que ce genre d'intervention, t'as vu, ça a eu un impact? Est-ce qu'il y a eu des débouchés? Alors déjà, quand je fais ce genre d'intervention, je trouve que en soi déjà, c'est quelque chose d'hyper fort symboliquement. Déjà,
évidemment d'un point de vue personnel, parce que je suis à chaque fois très touchée d'être reçue dans des lieux comme ça, et jamais de la vie j'aurais pensé arriver dans des endroits comme ça. Donc ça, c'est quand même assez formidable. Donc d'un point de vue individuel, c'est très chouette, et d'un point de vue symbolique, c'est hyper fort aussi pour voilà les personnes ayant vécu des violences, de se dire en fait on est de plus en plus considéré, on est de plus en plus entendu, et on est prise au sérieux, même dans ces institutions. Après, ce qui est toujours un peu frustrant, c'est que on ne voit pas de résultats directs. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas intervenir au Sénat que le lendemain il y a une loi qui va être votée pour mieux protéger les athlètes. Là où je vois par contre quelque chose, une conséquence un peu plus directe, c'est soit quand je fais donc des interventions auprès des collégiens, collégiennes, où là ils sont hyper contents, ils se prennent au jeu, et puis on a des discussions hyper intéressantes. Pourtant c'est des tout petits, et on sent que quand on dit certaines choses, il y a des déclics qui se font, et donc là on peut observer directement les résultats de ce qu'on fait. Et une deuxième chose aussi, c'est quand je rencontre des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Là, la dernière fois, j'ai été à la Cité Audacieuse et j'ai fait une petite conférence. On était une dizaine. Franchement, c'était trop bien. Ça devait durer 1 heure, ça a duré 2 heures et demie parce qu'on a tout discuté entre nous et tout. C'était génial. Et là, en fait, pareil, c'est génial parce qu'on voit directement les effets les messages que je peux véhiculer sur les réseaux. Je me dis, ouais, en fait, ça sert à quelque chose. Parce qu'il y a quand même des moments où sur Insta, je montre comme beaucoup, mais je montre quand même les moments très positifs. Mais c'est aussi parfois assez difficile. C'est même très difficile, et parfois ça peut être un peu désespérant parce qu'on se dit, mais est-ce que ce que je fais, ça sert vraiment à quelque chose? Parce qu'il y a eu encore telle histoire, il y a encore tel athlète, il y a encore telle plainte qui a été classée sans suite, tel athlète n'a continué d'évoluer en équipe de France alors qu'on sait tout ce qu'il fait à d'autres athlètes féminines. Enfin, il y a des trucs comme ça qui peuvent être assez difficiles. Donc heureusement qu'il y a tous ces moments un peu de grâce, j'ai envie de dire, où on se rend compte que ce qu'on fait, c'est positif, quoi. Ouais, ça sert à quelque chose. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore tu reçois encore des messages de jeunes femmes tout le temps. Tout le temps. Ah ouais. Tout le temps. Et puis, ce qui est assez désespérant, c'est que c'est toujours la même histoire. Ah ouais. Toujours la même histoire. Donc, dans la majorité des cas, c'est des cas d'entraîneurs qui exercent une emprise sur des athlètes et qui leur font vivre une multitude de violences, qui vont toujours plus loin dans les violences. Et quand l'athlète qui a vécu ces violences décide de parler, c'est l'inversement de la culpabilité. Donc, c'est elle la méchante, c'est elle qui fait preuve de diffamation envers l'entraîneur, et c'est elle qui se retrouve écartée du groupe d'entraînement. Mais c'est toujours la même chose. Et heureusement, il y en a de plus en plus qui décident de parler. Il y en a de plus en plus aussi qui décident d'être les alliés. C'est-à-dire que même si eux-mêmes, et je pense beaucoup aux hommes, si eux-mêmes n'ont pas vécu de violence, et ils décident de soutenir les personnes qui en ont vécu. Mais ouais, c'est assez désespérant. Et ce qui est désespérant aussi, c'est de voir l'immobilité de certaines institutions, quoi, qui ne prennent pas suffisamment la mesure de ce qui se passe, qui ne prennent pas suffisamment la mesure des conséquences que ça a pour les victimes. Ouais, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu fais, toi, de ces messages? Enfin, tu t'essayes de répondre à chacune? J'essaie de répondre. Donc déjà, je remercie pour la confiance, parce qu'il y a des cas où il y a des filles qui me disent tu es la première personne à qui je parle de tout ça. Wow. Donc, c'est quand même une certaine responsabilité. Ouais. Donc, j'essaie de remettre, je parlais de cadre, c'est valable pour tout. C'est-à-dire que là, je remets un cadre. C'est-à-dire que je remercie la personne de sa confiance, je la félicite pour sa prise de parole, et je réoriente. Ouais. Donc, je réoriente, je dis, écoute, ce que je te conseille de faire, c'est d'en parler à des personnes de confiance. Ça peut être tes amis, ça peut être tes proches, ça peut être ta famille. Ensuite, je te conseille d'en parler à des professionnels, donc soit des associations, soit des professionnels de santé. Et après, je conseille, mais pas tout le temps, ça aussi, ça peut être un débat, mais je conseille de faire un signalement, donc que ce soit auprès du ministère des Sports ou que ce soit sous la forme d'une plainte. Après,
c'est toujours pareil. C'est très difficile de demander à des victimes d'aller porter plainte ou de faire des signalements dans des cas où, dans la grande majorité des cas, les plaintes sont classées sans suite. Et quand elles font un signalement, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, les personnes contre qui elles ont fait un signalement continuent de courir, continuent d'être à l'INSEP, continuent d'être en équipe de France. Donc ça, vraiment, c'est le truc que je conseille, mais vraiment en tout dernier. Et je dis, mais n'aie pas trop d'attente. C'est terrible de dire ça, mais on est obligé de prévenir, quoi. De dire, n'aie pas trop d'attente. Toi, fais ta reconstruction de ton côté avec les personnes qui t'aiment et que tu aimes, en développant ton identité par ailleurs, mais n'en attends pas trop ni des fédérations, ni du ministère des Sports, ni de la justice. C'est terrible. C'est terrible à dire, mais c'est la réalité. Comment, selon toi, on pourrait faire bouger les choses justement pour que les institutions déjà bougent, quoi? Pour que les institutions bougent, en fait, il faudrait que ça vienne vraiment... tu vois, par exemple, là, ce qu'on a fait avec l'UNESCO, c'est hyper intéressant parce que c'était un colloque, en fait. Et le but de ce colloque, c'est d'en tirer des recommandations pour les gouvernements. Et donc, eux, l'UNESCO, ils vont être en capacité d'aller voir les gouvernements et de dire, écoutez, si vous voulez développer un sport plus sain chez vous, voilà telle et telle recommandation qu'il faut pouvoir suivre. Après, c'est libre au gouvernement en question de suivre ces recommandations ou pas. En fait, je pense que il faut pas trop en attendre des institutions, malheureusement. Et on peut essayer de les faire bouger, mais je veux dire, on va pas s'épuiser à cette tâche-là non plus. Il y a aussi plein de choses qui viennent d'en bas, quoi. Il y a plein de... Tu vois, par exemple, le documentaire Suite, c'est quelque chose qui a été autofinancé. On a fait une petite cagnotte sur Instagram. On a trouvé 2-3 personnes pour cadrer, machin. Et ça a été fait vraiment avec les moyens du bord. Et c'était très, très bien comme ça, quoi. C'était très bien. Et c'est venu du bas. Et on a pu avoir, du coup, une liberté de ton qu'on n'aurait peut-être pas eu s'il y avait eu multiples partenaires, etc. Il y a des personnes qui prennent de plus en plus conscience de ce qui se passe sur les réseaux sociaux aussi. Il y a une liberté de ton qu'on n'aurait pas eu il y a 10-15 ans en arrière. Et donc, il y a quand même des prises de conscience qui se font. Et donc, je pense qu'il peut y avoir un travail main dans la main avec des institutions qui voudraient faire bouger les choses. Mais on peut pas, je pense qu'on ne peut pas s'épuiser à ça non plus parce que sinon on ne s'en sort pas, quoi. Et on disait qu'il y avait donc beaucoup de messages que tu reçois. C'est souvent... du milieu de l'athlétisme ou tu as d'autres sports aussi? Alors, j'ai beaucoup du milieu de l'athlète parce que forcément, j'ai été athlète. Les personnes que je touche sont majoritairement du monde de l'athlète. Mais non, j'ai de tous les sports. J'ai eu du judo, j'ai eu gymnastique rythmique, j'ai eu de la natation, j'ai eu le foot. En fait, ça touche tous les sports. Ah ouais. Ouais, ça touche tous les sports. C'est fou parce que, moi, ça me paraît, je sais pas si j'avais des œillères, mais ça me paraît tellement loin de ce que j'ai vécu. Ouais, je comprends. Et dans mon milieu, j'avais jamais entendu parler d'histoires comme ça. Donc, je comprends. Et je trouve ça tellement injuste, encore une fois. Pour en revenir donc à ce qu'on pourrait essayer de mettre en place, est-ce que tu penses qu'il y a, dans l'éducation, même, tu vois, à l'école, on pourrait essayer de mettre en place un programme de sensibilisation? Et je voulais juste revenir, Camille, sur ce que tu viens de dire parce que c'est hyper important. En fait, tu vois, il y a des personnes qui, parce qu'elles ont eu la chance et le privilège de vivre du sport ou du sport de haut niveau de manière très sereine, du coup, elles sont, tu vois, elles peuvent être très fermées à un discours qui dit l'inverse et à un discours qui dit qu'en fait, il y a de la souffrance dans le haut niveau. Et ça peut être hyper violent pour les personnes comme moi qui vont dire en fait, le haut niveau, c'est pas tout beau, tout rose. Et là où c'est hyper intéressant ce que tu fais, et je trouve que c'est très intelligent, c'est que tu es en capacité d'entendre que ton histoire n'est pas forcément l'histoire de toutes et tous, et ton histoire n'est pas forcément l'histoire de la majorité. Alors, les chiffres, on peut en discuter, combien vivent complètement sereinement le haut niveau, etc. C'est discutable, mais et je pense que c'est ça qui est important, c'est que, tu vois, quand on va regarder les Jeux Olympiques et Paralympiques, là, de se dire, ok, c'est un spectacle qui est formidable, ça nous vend du rêve, etc. On aimerait voir que le côté rose, mais ne pas oublier en fait
tout ce qui se passe derrière. Il y en a qui ont la flemme de faire ça, il y en a qui ont la flemme de faire cet effort parce qu'on aimerait se reposer sur une illusion d'un truc un peu idéal, etc. Et je pense que l'une des premières choses qu'on peut faire, c'est juste écouter les personnes qui ont vécu des parcours plus compliqués, les prendre en considération et voilà, en discuter comme on en fait là, en acceptant le fait qu'on n'ait pas vécu la même chose, quoi. Et je trouve que c'est très riche. Et du coup, j'ai oublié la question que c'est pas grave, mais... tu m'as posée. Non, mais en tout cas, merci pour cette réflexion parce que c'est touchant et c'est aussi comment dire, un peu le but de ce podcast, c'est de mettre en avant des humains. Et là, toi moi, humainement, de toute façon, ça a toujours été une de mes priorités, même dans le sport de haut niveau, tu vois, de travailler avec des gens avec qui humainement, ça marche. Ouais. Et donc, je trouve ça normal et j'ai envie de militer avec toi, tu vois, pour que ces histoires sortent et qu'on en entende parler et que les choses bougent. Ça me paraît normal, en fait. Et encore une fois, je m'estime extrêmement chanceuse. Bref, fermons la parenthèse. Du coup, la question, c'était par rapport à l'éducation. Est-ce que tu penses qu'à l'école, on pourrait essayer de mettre des programmes en place pour les enfants? Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a plein de choses à faire et je pense que le sport reste un outil formidable pour faire passer plein de messages. Donc même chez les tout petits, le fait de les mettre en mouvement, de leur apprendre à savoir se servir de leur corps, de leur apprendre à quelles sont les limites de leur corps, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut pas toucher, tout ce que leur corps est en capacité de leur faire vivre. Ça peut être même, tu vois, faire en sorte qu'ils apprennent à ressentir les émotions, ressentir quand ça leur fait mal, ressentir quand c'est agréable, quand c'est désagréable. Il y a tout ça à mettre en place et je pense que plus on le fait jeune et mieux c'est. Et je pense qu'il y a aussi une formation à faire du côté des encadrants, des encadrantes, bien sûr. Que ce soit à l'école, que ce soit dans les clubs de sport. Que ce soit chez les parents aussi, il y a à sensibiliser. Et je pense que tu vois, ça va même au-delà du milieu sportif en soi, c'est que là on parle des violences dans le milieu du sport, mais des violences malheureusement il y en a partout et je pense que s'il y avait une meilleure éducation, peut-être aussi plus d'apprentissage dans l'empathie, dans l'intelligence émotionnelle, je pense que ça permettrait aussi de régler beaucoup de choses et de faire en sorte d'évoluer dans des environnements qui soient un peu plus sains et un peu plus respectueux. Oui, bien sûr. Non, parce que c'est vrai que le sport reste, comme on dit, quelque chose de positif. Wow, complètement. Être en mouvement, Ah ouais. surtout quand on est jeune. Donc, toi, Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu aimerais être maman? Oui. Oui, j'aimerais bien. C'est un peu direct. Mais en fait, la question m'a traversée. Comment tu ferais, toi, avec tes enfants? Ouais. C'est tellement difficile parce que je pense qu'il y a... j'imagine qu'il y a un écart entre... Genre, avant d'être maman, tu dis, alors, je ferais ça, je mettrais ça en place. Et puis après, tu te retrouves vraiment dans la situation. Et puis, je pense que tu fais au maximum de tes capacités. Je pense qu'au final, je ferais beaucoup comme ce que mes parents ont fait. C'est-à-dire essayer de développer un environnement de confiance, un environnement dans lequel... tu peux parler facilement, tu peux parler de tes émotions, tu peux parler de ce que tu ressens. Et après, tu vois, je me dis, si par exemple j'ai ma fille qui me dit oui, maman, j'aimerais faire du sport de haut niveau, je pense que ce serait très difficile pour moi. Parce que je sais comment ça se passe de l'intérieur. Je pense que oui, bien sûr, il y en a pour qui ça se passe bien, mais je sais aussi combien ça peut être compliqué. Donc, je pense que j'essaierais d'être au maximum présente pour mes enfants. Et puis, de leur apprendre très tôt tout ce que j'ai dit avant, quoi, tu vois, c'est-à-dire à ressentir les émotions, c'est quoi, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait pas plaisir. Essayer de leur donner aussi un maximum de confiance en eux pour que, tu vois, ils se retrouvent pas à être dépendants de quelqu'un ou qu'ils se retrouvent plus difficilement à être mis sous emprise ou quoi. Développer leur côté, tu vois, leur côté ou leur individualité et leur curiosité, leur
indépendance, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qu'ils doivent cultiver au maximum pour être bien avec eux-mêmes, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai, je reviens un peu sur ce que tu disais. On voit souvent des entraîneurs qui prennent un peu tout en Ouais. charge Ouais. et du coup, les athlètes, ils se reposent complètement sur voilà, ce que dit l'entraîneur. Et toi, c'est vrai que tout de suite, tu as eu cette force et cette maturité de dire non, mais moi, je sais ce qui est mieux pour moi, Ouais. je veux faire mes choix. Mm. Et c'est pas facile ça à mettre en Non. place. Ouais. Non, c'est pas facile. Après, je trouve que je l'ai quand même mis en place tard. Parce que tu vois, quand j'ai commencé à me dire je suis pas trop d'accord, j'avais 25 ans. Donc je trouve que c'est quand même c'est à la fois tôt, enfin bref, c'est discutable, mais oui, je pense que développer un regard critique quand même très très important, parce que tu vois, par exemple, je sais que je pouvais passer pour la chieuse, vraiment la chieuse de service. Oui, mais tu réfléchis trop, mais machin. Et à l'époque où je faisais du haut niveau, tu vois, c'était vu comme un défaut. Ouais. Mais heureusement en fait que je réfléchissais trop et que j'avais un regard critique et que j'étais pas d'accord avec tout, mais c'est tellement sain en fait d'être comme ça. Et je trouve que c'est l'opposé, c'est de pas discuter, c'est juste d'être dans l'application et dans l'obéissance, qui est quelque chose où ça devient quand même complètement malsain, parce que du coup mon individualité, elle est où si je suis là juste pour t'écouter, pour appliquer ce que tu me dis. Et donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est hyper important à insuffler et à développer chez les enfants dès qu'ils sont tout petits, quoi. Ouais, et puis en plus, j'ai l'impression que c'est une étiquette un peu après qu'on colle aux sportifs. Ah bah oui. De toute façon, les sportifs, ils réfléchissent pas trop. Ah mais absolument. Et ils sont bons dans le sport, mais le reste... Ouais, ils ont pas de cerveau, ils suivent et puis... C'est insupportable. Ah, c'est insupportable. Mais bien sûr que c'est insupportable, et surtout que c'est hyper faux, quoi. C'est hyper faux, et il y a des formes de... Enfin, ouais, on est intelligent, on sait réfléchir. On n'est pas toujours encouragé quand même dans ce sens-là. Je trouve qu'on est quand même plutôt encouragé à juste devoir appliquer. Mais il y en a beaucoup qui sont curieux de plein d'autres choses. Il y en a beaucoup qui font... beaucoup. En tout cas, il y en a qui font des études par ailleurs. Et on se rend compte aussi, et je trouve que quand il y a l'arrêt du haut niveau, c'est aussi bien de se rendre compte comment on existe en dehors du sport, et que oui, notre intelligence, ça s'arrête pas à une intelligence tu vois, purement motrice ou sportive. On a plein d'autres formes d'intelligence, et je pense que c'est justement ces formes d'intelligence-là qu'il faudrait pouvoir encourager plus. Mais du coup, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que les coachs ou le staff devraient accepter que les athlètes ne soient pas juste des outils de performance, en fait, que ce sont des individus à part entière qui sont capables de penser par eux-mêmes, et surtout qui sont capables de décider par eux-mêmes. Et ça demanderait aux encadrants et encadrantes de peut-être remettre un ego mal placé de côté, et de laisser la place davantage à l'athlète, quoi. Ouais. Puis, en fait, après, c'est le système qui est plus gros, et je pense justement aux entraîneurs qui aussi doivent avoir presque la pression de résultats, tu vois, des fédérations ou même de l'État. Enfin, tu vois, si on va plus loin. Et du coup, on en vient à un aspect politique. En fait, c'est vrai que tu dis qu'on est que je sais plus comment tu l'as dit, mais... ils oublient un peu l'humain, et on est des instruments à performance. Ouais, absolument. C'est vrai qu'il y a tout un environnement à repenser, pardon, et il y a beaucoup de réflexions politiques. Le sport est éminemment politique. Là, on le voit, dès qu'il y a des élections ou quoi qui arrivent, c'est quand même très difficile pour beaucoup de sportifs et sportives de prendre position. Pour plein de raisons, et je le comprends totalement, mais il y a un discours qui est quand même un peu ambivalent de la part des institutions. Je pense au comité olympique, je pense, là c'est la Fédération française de foot qui s'est exprimée en disant que voilà, les footballeurs ne devaient pas trop parler politique et ne devaient pas trop se positionner parce qu'ils restaient neutres politiquement, mais le sport, c'est tout sauf neutre politiquement. Je veux dire, c'est un outil géopolitique hyper puissant, c'est dans les années... toujours. Mais bien sûr,
dans les années 30, il y a un certain dictateur qui a utilisé les Jeux Olympiques comme arme politique. Quand il y a par exemple des compétitions au Qatar ou quoi, ça pose plein de questions, même d'ordre écologique. Là, à Paris, mais ça pose plein de questions. À Paris, on est en train de bouger les SDF pour que la compétition puisse avoir lieu. On est en train, voilà, de dégager des étudiants de leur logement pour que la compétition puisse avoir lieu. On a quand même beaucoup d'athlètes qui vont aller aux Jeux Olympiques, mais pour autant qui sont en précarité financière. Mais tout ça, c'est très, très politique. Et donc, je te rejoins absolument quand tu dis que la solution, ça peut pas être juste la solution d'un entre-soi sportif. Ça doit être une solution beaucoup plus globale et ouais, à échelle beaucoup plus importante. Ouais. Ouais, c'est sûr. Enfin, tu parles aussi d'écologie. Enfin, Bien on voit sûr. des choses aberrantes ces derniers temps avec Complètement. les Jeux Olympiques, je crois, d'hiver qui vont avoir lieu en Arabie Saoudite. Enfin, En plein désert. on marche sur la tête. Ouais, absolument. Et ouais, enfin, ça paraît hyper dur de faire quelque chose à notre échelle et en même temps, on n'a qu'une envie, c'est de boycotter, quoi. Ah ouais. C'est clair que ouais, non, et puis même quand tu vois, ils parlent de Jeux Olympiques populaires, quand tu vois l'argent que ça va coûter pour avoir certaines places et l'argent que ça génère, c'est quand même, oui, ça pose question. Et oui, enfin, moi, j'ai envie de... Je me dis, est-ce que le boycott, est-ce que voilà, et en même temps, je peux comprendre que c'est du sport spectacle. Et il y a des choses qui sont très belles, ça fait vivre des émotions uniques. Il y a la moitié de la planète qui regarde, c'est des milliards de personnes qui vont regarder en même temps. Ouais. Donc il y a quand même quelque chose de très puissant. Mais je pense que cette magie-là et cette puissance-là ne doivent pas complètement nous couper des réalités et de ce que ça coûte, à beaucoup de monde. Bien sûr. Et je trouve compliqué de nos jours, en fait, de prendre position, tu vois, complètement dans un sens ou d'un autre, parce que c'est vrai, les jeux, ça fait rêver. Et en même temps, quand tu sais, comme tu dis, ce que ça coûte financièrement, écologiquement, humainement, c'est des fois, le soir, tu vas te coucher, t'es un peu, tu vois, entre deux, quoi. Ouais. Et ouais. Est-ce que quels sont tes prochains un peu combats, enfin entre guillemets échéances dans ce domaine? Alors donc là, je vais refaire une intervention pour l'UNESCO. Donc ce sera 2 jours avant le lancement des Jeux Olympiques. Wow. Ils font une conférence mondiale sur le sport. Okay. Et donc je vais participer à cette conférence mondiale sur le sport. Donc ça, pareil, c'est un truc que je me dis... Puis je vais encore pleurer parce que dès que je fais des interventions comme ça, ça m'émeut. Ah bah c'est sûr. Et donc je pleure. Et c'est marrant parce que tu vois, il y a une forme... Mais moi, c'est très intéressant parce que tu vois, je suis avec des personnes, des politiques, tu vois, qui sont très rationnelles, très machin. Et moi, j'arrive et puis j'ai peut-être cette spontanéité, ce truc où moi, je vis mon émotion, quoi. Et je trouve que c'est hyper important, justement, de remettre de l'émotion dans tous ces discours-là. Parce que, ouais, ça permet de rendre plus humains les discours et de comprendre aussi pourquoi on fait tout ça et pourquoi on va se battre tous les jours. Donc, je vais faire ça à l'UNESCO, ce sera le 24 juillet. Okay. Après, donc, je vais faire plusieurs interventions pour la Fédération française de basket. Donc ça, c'est très chouette. Je fais de la sensibilisation aussi en athlée. Donc là, c'est le Krebs de Bordeaux qui m'a demandé de sensibiliser. Donc voilà, je continue toujours dans ce même élan, j'ai envie de dire, et dans cette même dynamique. Ouais. Bon, c'est super. On espère qu'on en verra des morceaux encore. Oui, sur Instagram, sans aucun doute. Et c'est évidemment hyper inspirant tout ça, mais ta vie à côté. Oui. Est-ce que tu as une vie à côté ? Absolument, j'ai une vie à côté et je trouve que c'est primordial d'avoir une vie à côté parce que je pense que quand on commence, tu vois, à être comme ça dans le combat, au début, on peut un peu s'oublier parce qu'on a l'impression que c'est tellement important ce qu'on défend que on n'est presque pas légitime à vivre. Mais bien au contraire. Bien au contraire, j'ai une vie personnelle très épanouie.
famille, je continue à faire mon sport aussi. J'ai absolument pas, enlevé le sport ou supprimé le sport de ma vie. Je trouve que c'est génial le sport et quand on le fait de la bonne manière, avec les bonnes intentions, avec les bonnes personnes, c'est génial. Et je pense que je m'octroie aussi plus de pauses par rapport à tout ça. J'essaie de prendre un peu plus de distance et tu vois, ce combat-là, ça fait partie de ma vie, mais c'est pas ma priorité absolue. D'accord. Ma priorité absolue, c'est vraiment de profiter, de vivre, de rigoler, de faire des sorties, de kiffer avec mes amis, de kiffer avec mon chéri. C'est ça ma priorité, de kiffer avec ma famille. Ça, c'est vraiment ma priorité. Et je pense que c'est ce qui me permet de garder un discours le plus sain possible, un positionnement le plus sain possible, et de ne pas, je pense, comme parfois certaines personnes qui sont beaucoup dans le combat le sont tellement que parfois je pense que ils en deviennent presque violents eux-mêmes, tu vois. Ils rentrent dans des formes ils sont dans le combat, donc du coup ils peuvent être harcelants et pas forcément avoir le recul nécessaire pour se poser un peu et pour prendre soin de soi, tout simplement. Donc voilà comment j'envisage ma vie actuellement et puis dans les prochaines années, quoi. Ok. De manière équilibrée. Ouais, cool. T'aimerais, tu as d'autres passions à part Du coup, je fais pas mal de sport, donc Mhm. ça, c'est très chouette. Après, qu'est-ce que je fais? Je sors. En fait, moi, vraiment, ma passion dans la vie, c'est ça va être très, très bateau, hein, mais juste de voir les gens que j'aime vraiment et puis passer du temps avec eux. Et puis, ça peut être faire des trucs de fou. Là, par exemple, je pars en voyage cet été avec ma maman, ça va être trop bien. Ah, super. Mais faire des trucs aussi beaucoup plus simples, juste aller se balader et rigoler et passer du temps. Enfin, vraiment, moi, c'est ça Ouais, t'as remis les Ouais. entre guillemets les choses simples de la vie. Complètement. Donc, En tu vois, j'ai pas priorité. des passions, genre, je vais pas te dire la photographie ou des trucs comme ça, parce que c'est pas vrai. Mais ouais, faire du sport et puis voir mes amis, ma famille, mon chéri, c'est les choses qui sont des moteurs, en fait, Ouais. dans ma vie, et c'est ce à quoi j'ai envie de me consacrer. Super. Et on arrive un peu à la fin de cet épisode. J'ai encore quelques questions. Au vu du moment qu'on a passé ensemble, Oui. selon toi, ce serait quoi ta définition d'un héros minuscule? Alors, pour moi, un héros minuscule, c'est un héros ou une héroïne, d'ailleurs, C'est bien de le dire. qui, tu vois, qui fait les choses vraiment par conviction. C'est une personne qui, coûte que coûte, reste alignée avec ses valeurs. Peu importe ce que les autres vont en penser ou peu importe comment elle va pouvoir être jugée, et qui va faire les choses. Tu vois, je vois quelqu'un qui fait les choses dans l'ombre, tu vois, qui fait les choses pas pour la lumière, pour les paillettes ou quoi, mais qui fait les choses vraiment par conviction et par affection, par empathie et par amour pour les autres. C'est beau. J'aime bien cette définition. Est-ce que tu aurais un livre ou un film à recommander? Attends, j'avais pris des notes tout à l'heure pour le livre. Qu'est-ce que j'avais noté? Écoute, je vais sortir le dernier livre là que je suis en train de lire, qui s'appelle The Good Life. Ok. Et en gros, donc c'est un livre qui reprend une étude qui a été faite sur plusieurs décennies par des professeurs de Harvard, et en gros qui disent comment être heureux dans sa vie. Ok. Et donc ça fait un peu développement personnel et tout. Ouais. Mais du coup, et je pense que c'est aussi ce qui me permet d'avoir ce discours aujourd'hui, c'est une lecture qui a résonné en moi, parce que en gros, ce qu'ils disent, c'est ce qui va permettre d'être heureux, c'est, je résume très fortement un livre de 600 pages, mais ça va être d'avoir des relations de qualité avec les gens. Donc d'avoir un bon entourage, et un entourage avec lequel on relationne, avec lequel on passe du temps, avec lequel on communique facilement, et avec lequel, on aime être ensemble, tout simplement. Donc ça, c'est mon livre en ce moment de chevet, et que j'apprécie beaucoup et que je recommande à toutes et à tous. Super.
super. On le mettra en lien Ouais. dans le podcast. Un film? Je sais pas si t'aimes bien les films aussi. Je suis pas hyper film. J'ai réfléchi à la question, mais il y en a aucun qui... Plus livre. Ouais, plus livre. Ça peut être une série ou pas? Bien sûr. Alors, une série moi, que j'adore, c'est ma série Doudou. C'est Desperate Housewives. J'adore Desperate Housewives parce que je pense que c'est dans le même sens que ce que je disais par rapport à la musique de tout à l'heure, c'est que ça me ramène à quelques années en arrière, ça me rend un peu nostalgique et j'adore ça. Et c'est aussi l'histoire voilà, de femmes qui sont hyper fortes, qui savent s'affirmer et qui sont aussi des héroïnes minuscules à leur échelle et à l'échelle de leur famille, de leur foyer, à l'échelle de l'amitié qu'elles nouent tout ensemble. Donc vraiment, c'est une série que je pourrais regarder en boucle et en boucle, j'adore. Oui. Desperate Housewives. Est-ce que tu aurais un héros minuscule qui pourrait passer à ce micro? Un héros minuscule, parce que moi j'avais pensé à des héros minuscules qui passeraient pas forcément à ce micro-là. Okay. Donc c'est les deux infirmiers qui m'ont beaucoup porté quand j'étais à la clinique, où ça a été très compliqué. Et pareil, tu vois, c'est des personnes qui font un travail fabuleux, dont on entend peu parler, surtout dans tout ce qui est de l'ordre de la santé mentale et des hôpitaux psychiatriques, etc. Les infirmières, on ne sait pas trop quel rôle ils ont, mais ils ont un rôle qui est absolument central. Donc ça, c'est vraiment des héros minuscules. Il y aurait ma maman aussi en héroïne minuscule. Et sinon, une personne que vous pourriez inviter à ce micro... je sais pas. Tu pourras nous dire... Ouais, je t'enverrai un petit SMS pour te dire si je pense à quelqu'un. En tout cas, on salue ce que tu viens d'évoquer. Merci beaucoup. Et pour finir, comment on fait pour te suivre, ton actualité, tout ça? C'est principalement sur Instagram. Donc, mon Instagram, c'est emma.oudiou. Et si vous voulez aller me suivre là-bas, m'envoyer un petit message ou quoi, ce sera avec grand plaisir. Eh ben super. Merci Emma pour ce temps passé ensemble. J'en ai des frissons. Merci à toi Camille. Merci, on te souhaite beaucoup de courage pour la suite de ces combats. On va relayer au max et on te souhaite que le meilleur. Merci beaucoup Camille. À bientôt. À bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Héros minuscules. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors pour nous aider à continuer, on compte sur vous pour 2-3 actions minuscules. La première, vous abonner et mettre 5 étoiles. La deuxième, vous demandez quelles sont les 2 premières personnes à qui vous auriez envie de partager cet épisode et envoyez-leur un petit message. La troisième, pensez également à liker nos réseaux sociaux pour aller plus loin dans l'univers des héros minuscules. Et à très bientôt. Et on vous embrasse.